Chers auditeurs, bonjour. D'habitude, dans Minute 86, on chausse les crampons. On parle tactique, résultats et ballon rond. Mais aujourd'hui, on change de terrain. Pour m'accompagner aujourd'hui pour cette émission spéciale, un passionné de tout sport, d'autant plus local et en particulier du club du jour. Omar Stour, comment vas-tu ? Eh ben, je vais très bien, très heureux, sans spoiler, de parler de ce beau club du PV 86, finaliste de Pro B, et qui m'a fait vivre de très belles émotions durant les derniers jours. Donc, très heureux de pouvoir en parler. Ça va être un petit épisode nostalgie et aussi plaisir actuel. T'as apprécié ton Roland-Garros ? J'ai apprécié mes 10 premiers jours de Roland-Garros. La fin était un petit peu plus mollassonne, mais ouais, c'était cool sinon. On a vibré, hein. Cool. Donc pour ce 6e épisode hors série consacré aux acteurs du sport local, on troque les pelouses contre les parquets, comme Omar vient de le dire, pour partir à la rencontre d'un club qui fait vibrer tout le département, et spécialement en cette fin de saison, avec une soirée d'hier soir qui était quand même historique, le Poitiers Basket 86. Ensemble, on va parler projets sportifs, ambition, développement du club, partenariat, mais aussi découvrir tout ce qui se passe loin des projecteurs des soirs de match. Alors que vous soyez passionné de basket, amoureux du sport local ou simplement curieux de découvrir ce qui font vivre ce club qui fait rayonner le sport dans notre département, installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouveau numéro de Minute 86. Pour cela, nous avons la chance de recevoir 2 acteurs majeurs du PB 86. Arnaud Marius, le chef d'orchestre du sportif, le manager général. Arnaud, comment vas-tu ? Très bien, merci de me recevoir. Un plaisir d'être dans le podcast. Ça nous fait plaisir d'avoir du local et du haut niveau local aujourd'hui. Nous avons également Amaury Barito, l'homme qui est en charge de faire rayonner le club bien au-delà du parquet et de développer tout l'écosystème autour de l'équipe. Le directeur commercial et des partenariats. Amaury, comment vas-tu ? Salut Stéphane, super. Ouais, pas trop fatigué là. Un petit peu, un peu fatigué. La fête fut belle hier soir. Incroyable. La fête fut belle et la journée d'aujourd'hui bien chargée. Ouais, il fallait se réveiller tôt et elle est pas finie. Ouais. Et en plus, c'est un plaisir d'être avec vous. Il y a un peu de course qui t'attend ce week-end là. Ouais, un petit trail sympa qui est programmé depuis 4 mois où je m'étais dit bon, c'est une période. Normalement, on sera en vacances. Un peu calme. Bah, finalement, non. On n'y sera pas, mais j'aurai le temps de réfléchir. Emmanuel Pro, on a décidé autrement samedi dernier. Exactement. Et l'équipe a continué le chemin hier soir. Exactement. Bah, tant mieux. Vaut mieux avoir cette fatigue-là que d'autres maux de tête, on va dire. Tout à fait. Pour commencer, avant de parler un peu du club, j'aimerais bien connaître un peu vos parcours respectifs pour savoir comment vous êtes arrivés là, au club. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans cette fonction et plus généralement votre parcours global quoi. Vas-y. J'y vais, je commence. Écoute, moi pur Poitevin. Moi je viens d'un autre sport à l'origine, le football, un autre ballon rond. Et puis voilà, j'ai atterri au basket il y a 3 ans dans ces fonctions au début de développeur commercial et puis 1 an après on m'a nommé directeur commercial et voilà, donc ça fait 3 ans que j'officie pour le Poitiers Basket 86 et je suis très heureux. Donc avant ça je faisais la même chose au Stade Poitevin Football Club où j'ai fait du développement aussi pendant 3 ans. J'étais joueur de l'équipe première et en même temps je faisais le développement des partenariats et puis du projet du club. Et voilà, qu'est-ce que je peux te dire de plus ? T'as misé sur le bon cheval, là, si on peut dire ça. Si j'ai misé, j'ai eu la chance de tomber au bon moment, au bon endroit. Tu vois, quand j'ai rejoint le Poitiers Basket 86 il y a 3 ans, je les ai rejoints en quart de finale de play-off. Ouais. Face à Andrézieux, je me rappellerai toujours de ce match-là, un match incroyable. Et puis, j'ai eu la chance que le club monte cette intersaison-là. Et puis, 3 ans après, c'est inespéré pour moi, c'est de me retrouver en finale de play-off d'Elite 2. Il y a 4 ans, je sais même pas si je sais ce que c'était l'Elite 2. Voilà, et aujourd'hui, je vis des émotions incroyables. Merci. Ouais, moi, Arnaud, du coup, 39 ans, breton d'origine, né à Vannes, grandi à Quimper. Et puis, diplômé d'école de commerce. Et puis maintenant, ça va faire une 15aine d'années que je suis dans le basket pro. Alors, passionné de basket depuis toujours. C'est pourtant une région de foot un peu là-bas. Ouais, de basket aussi quand même, ça marche. C'est une région de sport, de cyclisme aussi. C'est vrai. C'est une terre de sportifs. Et rugby aussi avec Vannes. Et Vannes aussi maintenant, ouais, effectivement, qui retrouve
le top 14 encore. Ouais. Et puis 15 ans à peu près dans le basket pro aujourd'hui, 7 ans en Pro A à l'époque au BCM Gravelines Dunkerque, une saison à Pau en Pro A également. Donc moi je retrouve un club dans lequel j'ai travaillé 8 mois, c'était rapide. Ok. C'était un intérim de directeur sportif. Mais un beau club et puis un bastion historique du basket français. Et puis en fait le PB, les premiers contacts, ça a été après il y a une première saison qui est Covid, annulée par le Covid, où le PB est dernier au moment où la saison est annulée. Ouais. La saison de Pro B du coup redémarre et le PB finit encore dernier. Ok. Et à ce moment-là, Adrien Talek, qui est le manager général de l'époque, m'appelle. Moi, je venais de sortir de Gravelines pour me dire, viens faire un audit, viens un peu jeter un œil et me donner ton avis sur ce qui se passe à Poitiers. Et donc, les premiers contacts aussi avec les présidents se sont faits à ce moment-là. Et puis, on a commencé une collaboration sur la direction sportive, qui a permis, du coup, de construire des équipes qui ont performé en National 1, d'installer Andy Thornton Jones définitivement, on va dire, en coach principal. Donc là, c'était en tant que consultant. Consultant. Ok. Et puis il y a 2 ans, ils m'ont proposé, ils voulaient remonter le poste de manager général quand Adrien était parti à Lasvel. Et donc ils m'ont proposé de les rejoindre à temps plein. Et projet auquel j'ai dit oui. Et puis entre-temps, entre Gravelines, Pau et Poitiers, j'ai fait un peu de consulting aussi pour des équipes NBA qui préparent c'est ce que j'ai lu, effectivement. qui préparent la draft tous les ans et qui ont besoin de connaître 300% de tous les jeunes Français susceptibles d'aller aux États-Unis. Ok. Ouais, donc un peu détective privé pour des franchises NBA. Ouais. Après, c'est une belle expérience aussi. Ça permet de voir aussi les attentes peut-être d'ailleurs et pas forcément que du sport français. Ça permet de mettre un pied effectivement dans ce grand cirque NBA, ça permet de voir un peu leur vision, et puis ça permet surtout de se faire du réseau et du coup de le mettre aussi au service du club quand il y a besoin de recruter des joueurs. Parcours riche pour vous deux du coup, avec une vision commune, mais en même temps avec votre point de vue à chacun qui, on va le voir au cours du podcast, et aussi vous avez des angles de vue, comment faire avancer le club à votre manière. Arnaud, donc je vais continuer un peu avec toi sur le sportif, sur le club. Où se situe le PB aujourd'hui dans son projet de développement par rapport à la mission que tu as eue et que tu as récupérée? Est-ce qu'on est en retard, en avance sur la feuille de route? Où est-ce qu'on se situerait à peu près? Jusqu'à maintenant, le sportif va plus vite que le structurel, clairement. Là, alors cette saison encore plus, on surperforme. Au niveau sportif, faut pas oublier qu'on est le 12e budget du championnat et la 11e masse salariale. On nous demande d'aller chercher les playoffs déjà, donc qui est le top 6, alors top 10 si on va pas aller dans le détail du format de la compétition, mais les play-in, top 10 pour aller chercher les play-in et après top 6 pour faire les playoffs. L'objectif c'est déjà d'aller accrocher les play-in tous les ans. Okay. Et puis après de se créer des aventures une fois qu'on y est. L'année dernière on s'était arrêté en play-in, cette année c'est invraisemblable ce qui se passe, on se retrouve en finale, mais bon voilà, le sportif c'est un projet qui tourne autour d'un entraîneur et d'un staff qui veulent faire progresser des joueurs, qui veulent accueillir les meilleurs jeunes français possibles, tout en étant compétitif et tout en gagnant des matchs. Donc c'est un équilibre assez fragile, bien sûr, mais qu'on arrive à tenir depuis 2 ans et demi maintenant. On peut un peu mettre en point de départ de tout ça. Il y a 2 ans, quand on choisit de remplacer Andy Cleaves, qui est notre Américain meilleur marqueur du championnat, qu'on choisit de pas prendre un Américain qui va mettre des points, mais de prendre Mo Diawara qui est en espoir à Paris Basket. Et qui performe à l'heure actuelle. Qui est en NBA un an et demi après. En finale aussi. Qui est aussi en finale, Madison Square Garden, c'est pas l'Arena Futuroscope, mais c'est pas mal quand même. Il faut bleu-orange, il ressort. Exactement. Si on cligne un peu des yeux, on peut s'y croire. Donc voilà, le projet c'est vraiment que le PB soit le club référence numéro 1 en Elite 2, si ce n'est en LNB, donc dans les 2 divisions, sur le lancement, le tremplin des meilleurs jeunes joueurs français. Okay. Ce qui fonctionne pas trop mal jusqu'à maintenant. L'objectif, ça sera, on en parlait en off un peu tout à l'heure, ça sera de retrouver des Evan Fournier, des gens qui pourraient être draftés directement du PB à la NBA. Ça viendra dans un deuxième temps probablement. Et puis après sur le projet club en général, du coup si on se détache un peu du sportif, on reste une petite structure, on reste un club. Là t'as
2/3 des salariés du PB devant toi au niveau administratif. Donc et malgré tout, on arrive à faire tourner un club qui fait 3 millions de budget, qui fait des gros spectacles à l'Arena. Et puis qui a une image, je pense, très très positive sur le territoire. Oui, on va en parler après de tout ça, mais effectivement, il y a quand même une image qui est ancrée au niveau basket. Bon, ça sera un peu pour après tout à l'heure au niveau de l'ancrage local, mais ouais, effectivement, avoir une structure qui surperforme, comme tu dis, c'est quand même entre le ratio budget et résultat sportif. On est quand même sur une sacrée différence. Et... Après, la locomotive, il faut que ça soit le sportif, de toute façon. Ok. Ouais, c'est plus ça ma question. Est-ce que justement, on préfère avancer le structurel et le sportif qui doit suivre, ou justement le sportif qui doit traîner le structurel avec lui? Il n'y a pas vraiment de formule magique. Sauf que si on perd 80% de nos matchs, Amaury, quand il va aller voir des partenaires, ça va être difficile. C'est sûr. Donc nous, on essaye de gagner le plus de matchs possible. Et après, dans ce projet-là, il y a malgré tout, et on en a parlé, on en parle très régulièrement, des limites structurelles et des limites d'équipement. Aujourd'hui, on peut aller à l'Arena Futuroscope 3, 4, allez, peut-être 5 fois dans l'année, en moyenne. Mais on peut pas y être résident, le business model serait pas viable. Donc on est à Saint-Éloi. Ouais. Saint-Éloi, c'est 2200 places, 2400 quand on fait comme hier soir et qu'on vend 200 places debout. Ouais. Et hier soir, ou en play-off, globalement, depuis le début des play-offs, on refuse à peu près 2000-2500 personnes par match. Ouais, donc finalement, c'est un manque à gagner sur un long terme et sur une saison avec une équipe qui performe. En fait, je pense pas que ça soit juste un épiphénomène de 2500 personnes qui veulent venir voir le PB parce que c'est les play-offs. Non. Je pense que notre potentiel, il est plutôt autour de 4000 personnes qui veulent venir voir le PB tous les week-ends, ou en tout cas tous les 15 jours. Et donc pour ça, on a présenté le projet Arène 2030, qui doit être l'étape clé dans le basculement du club de sa dimension actuelle à une dimension supérieure. Avoir les arènes qu'on voudrait exploiter, pour la faire en bref, c'est un complexe de loisirs, un centre commercial dans lequel on met une salle de basket de 4000 ou 4500 places que nous on exploite. Ça doit au moins faire doubler le budget. Oui, parce que du coup il y aurait des revenus complémentaires qui seraient beaucoup plus importants, des buvettes, billetterie. Exactement, l'hospitalité, du séminaire, des choses hors match, voilà, on pourrait générer beaucoup plus de revenus. Malgré tout, en atteignant 6 millions de budget, c'est le budget de Pau qu'on va jouer en finale dans 2 jours. On va en venir justement sur ça sera pas non plus une révolution, mais bon, déjà ce serait une belle bascule. Et du coup, ça fait la transition parfaite avec Amaury. Aujourd'hui, à combien d'entreprises qui soutiennent le PB 86? Ouh là là, on me le demande souvent. Alors je dis souvent le même chiffre, tout le temps le même chiffre même, mais pourtant ça a bien évolué. On est aux alentours de 220 entreprises qui soutiennent le petit basket 86 sur des montants totalement différents. Ouais. Mais voilà, donc on a depuis 3 ans, grosso modo, on est passé de entre 130 et 140 entreprises à 220 entreprises. Et pour l'instant, on est que sur des entreprises locales qui sont dans le département, ou on arrive à s'exporter un petit peu au-delà des frontières? 90% du local, et après on va un peu du côté de Niort, on va un peu du côté de Parthenay. Là, il y a plus grand-chose au niveau sportif là-bas aussi, entre le rugby qui a coulé, le foot qui a coulé, donc ouais, c'est aussi... Bon, pour rien te cacher, je viens d'accueillir un stagiaire lundi et je lui ai demandé qu'on cale des jours de prospection sur Niort, parce qu'effectivement, on peut parler d'opportunités pour moi, pour le club. Je souhaite pas le malheur aux Chamois niortais puisque j'y ai été formé. Mais une fois que le malheur des uns, il fera toujours le bonheur des autres à un moment donné. Mais effectivement, on a du business à aller chercher autour de Tours aussi, sur la Charente aussi. Comment je le détecte ça? C'est simple, c'est quand on analyse qui achète nos billets à l'Arena par exemple. On s'aperçoit que les codes postaux viennent autour de Tours, d'Angoulême, des Deux-Sèvres. Et je crois que les Deux-Sèvres, je pensais que c'était une terre de foot, moi le Bocage, Bressuire, finalement il y a beaucoup de basketteurs là-bas, j'ai découvert. Donc ça veut dire que potentiellement des chefs d'entreprise qui sont aussi attachés au basket et que je peux convaincre. Et comment t'arrives justement à les convaincre, ces entreprises-là, pour écoute, comment j'arrive, la première étape, l'étape que j'ai faite moi quand je suis arrivé au club, c'est de bien comprendre le club, comprendre son histoire, comprendre qui compose ce club et quelles sont les forces en présence. Et à partir de ça, c'est porter avec mon petit drapeau sur le dos le projet du club face aux dirigeants qui pourraient le soutenir. Une fois que j'ai réussi à en convaincre certains,
Et la deuxième étape, c'est de les faire devenir mes ambassadeurs. Et aujourd'hui, j'en ai pas mal. Et la troisième étape, c'est de prier que le sportif rayonne aussi bien qu'il le fait. Et quand tout ça est aligné, je vais pas dire que mon travail est facilité, parce que ça serait me rabaisser, mais en tout cas, si tout ça est aligné, effectivement, ça me facilite grandement le travail. Et qu'est-ce que l'entreprise, donc toi, comment tu arrives à les convaincre, et qu'est-ce qui les attire? Est-ce que les valeurs du club, est-ce que ça va être le réseau, est-ce que ça va être Sur l'ensemble des entreprises, c'est ça qui est assez compliqué, c'est que c'est vraiment varié, leurs attentes, leurs besoins, ils sont divers. Et d'ailleurs, la première étape dans le rendez-vous commercial que j'effectue avec le dirigeant d'entreprise, c'est d'aller à la découverte de ce qu'il recherche à travers un partenariat sportif comme celui-ci. Est-ce que ça va être un pur plaisir de venir, de faire plaisir à sa femme, ses enfants, ou est-ce qu'au contraire, il va être en recherche d'ROI, de retour sur investissement sur l'argent qu'il va mettre, ou au contraire, il va être sur une question de networking pour rencontrer telle entreprise parce qu'il sait qu'il est là-bas et qu'il faut qu'il aille faire du business avec celle-ci. Voilà. Donc, mon objectif en début d'entretien, c'est de comprendre tout ça pour ensuite l'amener en entonnoir vers ce qui pourrait être adapté à ce qu'il recherche. Voilà. Et sur la majorité à peu près, toi tu le ressens? Majorité aujourd'hui, de plus en plus, comme le contexte économique est de plus en plus dur, ils sont tous en attente de recherche de profit, ou en tout cas de retour sur investissement. Voilà, il faut que ce qu'ils mettent, ils y retrouvent un intérêt. J'essaye un maximum que l'intérêt bascule sur le côté plaisir, le côté soutien à une équipe qui rayonne et qui fait vivre le territoire. Mais voilà, avant que ça résonne dans la tête de tous, ça met du temps. Ouais. Mais voilà, je sais qu'on a un sport qui crée des émotions, et que quand je les amène dans la salle, généralement il y a quelque chose qui se crée. Particulièrement à Saint-Éloi, en tout cas avec le public Poitevin quand même, qui, quand on y va, peu importe qu'on soit fan de basket. Voilà, hier soir, je veux dire, quelqu'un qui a découvert son premier match hier soir, sûr. je pense pas que... C'est impossible de pas convertir quelqu'un hier soir, mais ça, même pendant la saison régulière, on arrive quand même à mettre des choses en place qui font que venir au basket, c'est une expérience et une soirée qui plaît à tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est l'objectif. Et d'ailleurs, c'est l'objectif de faire vivre une expérience au grand public, mais comme au VIP, lors des hospitalités, on essaye d'être au mieux aux petits soins de nos partenaires qui financent le club en termes de réceptifs, etc. Et du coup, est-ce que c'est ces partenaires-là qui ramènent aussi une partie du budget? Aujourd'hui, côté sportif, Arnaud, là, on est à 2 matchs, on va dire, d'une possible montée. Est-ce qu'en 2026, c'est encore possible de monter un Betclic avec un Pro A, avec un budget de 3,2 millions comme tu l'annonçais tout à l'heure? C'est possible, oui. Par contre, ça annoncera une saison difficile. Okay. Dans un monde idéal, il faudrait trouver 1 million, 1,5 million de budget en 2 mois. Ok. C'est impossible. Ouais. Ça me semble très très compliqué. À part s'il y a un Poitevin qui gagne au loto et qu'il a envie d'investir. Mais en tout cas, si on doit monter, je touche du bois pour que ça arrive, parce que ça voudra dire qu'on aura vraiment très très bien travaillé, et ça voudra aussi dire qu'on est automatiquement maintenu en Pro B l'année prochaine, parce qu'on sera même en Betclic, donc on aura un joker. Mais il faudra du coup, et ça sera toute la partie recrutement, scouting et construction de l'équipe, faudra faire des gros coups sur des joueurs pour avoir des rapports qualité-prix imbattables entre l'argent qu'on sera capable de donner et la qualité du joueur qu'on aura sur le terrain. Je me le réserve pour le 15 ou le 18 juin si ça doit arriver, et ça prendra une grosse partie de mes vacances, mais ça sera du plaisir aussi. Si on peut dire qu'il n'y aura plus de vacances du coup. Ouais, il y aura un ordinateur pas loin en tout cas. Mais ça sera aussi un défi exceptionnel à relever. Boulazac l'a fait. Alors Boulazac a plus de budget que nous, mais finalement ils sont montés l'année dernière et ils ont fini 11e cette année, en étant solides à domicile, en décrochant 2-3 succès un peu clés à l'extérieur. Et c'est pas interdit, même si on monte avec 3,5 millions de budget, 3,6 millions, c'est vraiment pas interdit de croire au maintien, quoi. Il y a une seule descente. L'avant-dernier joue les playoffs de Pro B de Ligue 2, comme on l'a vu avec Saint-Quentin. Faut juste trouver deux équipes moins bonnes que nous, et voilà. Ça sera le seul objectif par contre de l'année prochaine si on devait monter. Et c'est pas le plus facile.
Et au final, si on est en Elite 2, l'objectif, ça sera de se maintenir aussi le plus vite possible, Oui. et après d'aller jouer le poil à gratter en play-in, play-off, quoi. Parce qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, notre ambition, ça peut pas être plus que ça. Alors, on est des compétiteurs, on veut gagner tous les matchs, mais il y a aussi une réalité économique, une réalité du marché quand on est sur les joueurs pour les recruter l'été, où on n'est jamais l'équipe qui peut mettre le plus d'argent sur un joueur. Donc, on essaye d'être un peu plus malin, d'avoir un peu plus d'idées, d'être séduisant sur d'autres points pour attirer des joueurs et faire en sorte que l'équipe qu'on a au mois d'août ou de septembre, elle soit bien moins forte que l'équipe qu'on aura au mois d'avril ou de mai. Oui. C'est vraiment l'histoire de cette équipe cette saison, de toute façon. Oui. La progression des joueurs, les amener à des niveaux qu'ils ne connaissaient pas encore, qui étaient peut-être même pas au courant qu'ils pouvaient l'atteindre. Exactement. Et puis, quand il y a des histoires de réussite comme ça, les agents aussi nous appellent plus, parce qu'ils savent que ça peut marcher. Forcément. Omar, Ouais, j'avais une petite question. Je reprends un petit peu ce que vous disiez au début, notamment sur le fait que Poitiers en surperformance par rapport à son budget et aux attentes du club. Justement, est-ce que cette potentielle montée, ça chamboule pas complètement vos plans, notamment peut-être au niveau du recrutement sur certaines cibles qui pourraient peut-être plus être des cibles de Pro B plus que des cibles de Pro A, et auquel cas, à quel point cette potentielle montée, cet inconnu impacte vos dossiers recrutement, sans forcément trop rentrer dans les détails des joueurs, mais en tout cas sur les potentielles cibles. Ouais, sans trop rentrer dans les détails, mais pour vous expliquer un peu comment ça se passe, généralement le marché des joueurs JFL, donc des joueurs français, ça démarre à la Leaders Cup, donc au mois de février, et puis ça se termine au mois d'avril. Donc nos JFL de l'année prochaine, que ce soit les partants ou les arrivants, on les a déjà. Ok. Donc peu importe la division finalement. On a plutôt fait une équipe pour la Pro B, pour l'Elite 2, pardon. Donc si on devait monter, ça sort vendredi. Bon, on saura pas encore si on monte ou pas, mais en tout cas, on aura peut-être des discussions avec certains. Il y aura un chamboulement de la construction de l'équipe probablement. Même si on a déjà identifié les joueurs qu'on veut garder si on devait monter, mais il y aura sûrement d'autres discussions avec certains, mais qui seront en mesure de comprendre aussi, je l'espère en tout cas. C'est un peu comme s'il y avait un scénario A et un scénario B entre guillemets par rapport aux effectifs. En fait, le scénario Elite 2, il est très clair dans notre tête. Okay. Le scénario BetClick Elite, il est assez clair, sauf qu'il va falloir prendre des décisions. Ok. Comprendra au moment venu, on va pas bien faire sûr, des annonces avant et flinguer des morales avant. Faut pas, surtout pas maintenant, c'est pas le moment. Et ça complète un petit peu comment est-ce que Poitiers peut rester compétitif justement dans un basket français qui évolue vite. J'écoutais l'interview du coach de Nantes hier après notre victoire, qui disait aussi que finalement il n'y a pas beaucoup de championnats en Europe qui arrivent à rivaliser, que ça soit en Pro A, enfin en Betclic Elite ou en Elite 2, qui est des équipes aussi homogènes et aussi performantes. Ouais, l'Elite 2 c'est la meilleure deuxième division d'Europe. Okay. Je pense sans contestation aujourd'hui. Et qui est même au niveau de certains championnats de division 1 ailleurs en Europe. Okay. On se rapproche vraiment de l'Allemagne par moment, qui est quand même un gros championnat. Et puis il n'y a aucune discussion sur la deuxième division italienne, la deuxième division allemande, la deuxième division turque, la deuxième division espagnole. L'Elite 2 est la ligue qui se rapproche le plus des meilleures divisions, des meilleures premières divisions européennes. Et puis dans les meilleures divisions, on parle de la Turquie, mais il y a aussi la Grèce, il y a la Serbie, mais finalement ils ont que 2-3 clubs moteurs. Exactement. Par rapport au reste du championnat. Je pense qu'on n'est pas plus fort que l'avant-dernier du championnat grec, par exemple. Ok. Pas moins fort. Pas moins fort. C'est ce que disait le coach de Nantes hier en interview, il en parlait. Ouais, j'ai entendu un petit peu où il parlait du championnat grec, mais je pense que pour la Serbie aussi, où ils ont 2-3 équipes qui performent, mais après derrière... Ouais, ils ont un championnat des Balkans, l'ABA League, là, qui a quelques équipes d'Euroleague, mais derrière c'est pareil, on n'est pas moins fort que le 5e de Bosnie, je pense. Et donc comment Poitiers peut rester... L'autre donnée dans cette Elite 2, c'est qu'il y a plus en plus de clubs qui se dotent de salles modernes dans lesquelles ils vont pouvoir générer beaucoup de revenus et des investisseurs qui arrivent, des investisseurs étrangers.
Hier, Toulon, qui est pourtant 14e budget aujourd'hui, vient d'annoncer l'arrivée d'investisseurs américains pour l'année prochaine. Alors, on n'a pas encore les sommes et dans quelle mesure ça va impacter leur budget, mais c'est forcément des bonnes nouvelles pour eux. Oui. Orléans vient de rentrer des investisseurs américains. Caen a une nouvelle salle, Saint-Chamond a une nouvelle salle. J'en oublie. Et ces investisseurs-là, désolé. Orléans, évidemment, a une nouvelle salle. Et ces investisseurs-là, ils cherchent la montée. Et donc, ils mettent les moyens pour être compétitifs. Juste une petite question à parté. Qu'est-ce qui pousse des Américains à venir investir ici? C'est pour trouver des pépites dans le championnat qui puissent ramener aux États-Unis, ou c'est juste purement financier avec des profits qu'ils peuvent faire grâce à ça? A priori, c'est que du financier. Okay. Et des opérations immobilières. Ouais, certainement du business. Et est-ce que on voit là, il y a quand même une grosse, un gros redessinement de la carte du basket européen avec l'Euroleague qui est devenue quasiment une ligue fermée. Il y a cet énorme projet de NBA Europe. Moi personnellement, je suis un peu dubitatif. J'avoue qu'il y a plus dans le basket. Je pense que vous avez beaucoup plus d'avis, un avis beaucoup plus construit que le mien. À quel degré ça impacte les championnats nationaux, et à quel degré surtout ça impacte un club comme Poitiers, cette nouvelle Europe du basket en soi? Ouais, alors l'Euroleague, on peut pas dire que ça a un gros impact sur nous parce qu'on en est loin. Ça impacte le calendrier surtout de la Betclic Elite, parce que du coup il y a pas mal de journées en doublon ou des matchs très proches, donc ça exige beaucoup d'adaptation des équipes qui jouent pas l'Euroleague pour pouvoir jouer contre les équipes d'Euroleague. C'est un casse-tête pour la LNB tous les ans. La NBA Europe peut redessiner un peu le paysage si elle vient tuer certains championnats domestiques. Par exemple, si l'Asvel ou Paris ne jouent plus en championnat de France, ce qui me semble impossible, hein, mais on sait jamais, la valeur du championnat de France va être détruite. C'est sûr. On a besoin de locomotives malgré tout dans nos championnats. Notre fonds de commerce, c'est les matchs qui ont lieu tous les 15 jours du mois de septembre au mois d'avril. Mais voilà, après, sur le projet NBA Europe en lui-même, j'espère, si ça arrive, qu'il y aura fusion avec l'Euroleague et qu'il y aura une seule compétition avec toutes les meilleures équipes. Si on se retrouve avec 2, 3, 4 compétitions comme c'est le cas encore aujourd'hui, ça ira nulle part. Donc là, c'est un projet avec beaucoup d'espoir autour de lui en termes financiers et marketing. Il y a beaucoup d'argent déjà qui circule pour créer les équipes à Rome, à Villeurbanne, à Londres, partout. Mais tous ces gens sont là pour de la rentabilité financière. Parce qu'aujourd'hui, personne ne gagne d'argent dans le basket en Europe. Donc là, la promesse numéro 1 de la NBA Europe, c'est on va vous faire gagner de l'argent. Avec des droits de télé, avec voilà. Et parce qu'on sait faire, parce qu'on est la NBA et qu'on sait mettre en valeur et faire gagner de l'argent à nos propriétaires. Sacré défi. Bah justement, on rebondit un peu sur le budget, Amaury. Aujourd'hui, c'est quoi la place des partenaires dans le budget global du club à peu près? Je vais me tourner plus vers Arnaud. Ouais, on est à peu près à 35% de public. Ok. 45% de privé. Ok. Et le reste en recette club, quoi. D'accord. Ok, donc c'est quand même assez divisé. On pourrait presque dire un tiers. Ouais, donc c'est pour ça que je dis que j'ai fait 4 tiers là, par contre ça va pas, mais un tiers. Mais dans le sens, ok, donc ça veut dire qu'au moins le club, tu parlais structurellement Arnaud de base, mais c'est-à-dire que le club, lui, structurellement, c'est toujours bien d'avoir une diversité justement dans ce qui compose un budget. Et que, à l'image de notre budget, dans la diversité, enfin il y a une vraie diversité aussi dans nos partenaires, c'est-à-dire qu'on a des petits partenaires, des petits montants comme des montants plus importants, et des structures, des TPE, PME comme des grosses entreprises, des auto-entrepreneurs comme un Proflib. C'est vraiment divers et varié. Et ça, c'est une force de la composition de nos partenaires, effectivement. On n'est pas dépendant d'un qui nous pose un gros chèque. C'est pour ça. Et je pense dans le budget global et à l'échelle des partenaires, on l'aimerait bien quand même. Mais effectivement, il nous mettrait pas en difficulté. Aujourd'hui, il y en a aucun, s'il arrête, qui nous met en difficulté, quoi. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que c'est plus dur pour toi de trouver des partenaires
Après, ça fait 3 ans maintenant que tu es là. Est-ce que c'était plus facile au départ quand il y a tout entre guillemets à reconstruire? Le club, comme tu disais, était encore en National 1. Donc, t'as quand même trouvé pas mal de partenaires sur cette période-là. Est-ce qu'aujourd'hui, le territoire fait que tu te retrouves un petit peu bloqué? C'est plus dur d'en trouver maintenant ou finalement à cette époque-là? Je m'aperçois souvent, j'ai une petite expérience dans le métier que j'exerce. Je m'aperçois souvent, effectivement, je faisais ce constat, cette analyse récemment pour mettre en place ma stratégie à court terme. Et je m'aperçois qu'au bout de 3 ans, il y a effectivement, il peut y avoir une lassitude chez certains, il peut y avoir quelque chose qui se perd. Donc là, je rentre dans une période pour certains que j'ai convaincu il y a 3 ans où il faut que j'arrive à bien entretenir la flamme et à créer quelque chose. Bon, j'ai la chance que le sportif fait quelque chose d'exceptionnel cet été, enfin cette fin de saison, je veux dire. Mais oui, sur certains dossiers, on peut rentrer dans le dur. J'ai quand même bien quadrillé le département, je le connais assez bien. Les grosses opportunités. Je les vois pas, ou en tout cas sur le département, et donc c'est là où je dois prendre de la hauteur et je dois aller voir ce qui se passe à côté, ouais, je le disais tout à l'heure, ou peut-être un peu plus large au niveau national, où j'essaye de nouer des contacts aussi avec le réseau que j'ai pour aller peut-être travailler sur des annonceurs ou des marques nationaux qui verraient en nous effectivement une belle image. On essaie de la valoriser au maximum et je pense qu'on peut porter une marque avec nous avec des budgets moindres que un club de première division de foot ou de première division de basket. Pour autant, on peut lui apporter une belle visibilité avec toute la communauté. Avec et une tout belle image de marque aussi, Exactement. avec un public qui est aussi engagé, que ce soit dans la salle, mais aussi on le voit sur les réseaux. On le voit avec l'aréna qui se remplit en moins de 24 heures, avec quand même une communauté autour du PB qui est quand même assez engagée. Mais en même temps, je pense pour des partenaires, il y a aussi le contexte économique où ça va être difficile d'augmenter peut-être des budgets de certains, donc il faut aller chercher d'autres finalement qui mettent... Alors oui, il faut aller en chercher d'autres. Le problème, c'est que je rebondis sur ce que disait Arnaud tout à l'heure. On a une salle qui nous contraint aujourd'hui. Nos espaces hospitalité nous permettent plus d'accueillir, en tout cas sur celui qu'on appelle le premium chez nous permettent plus d'accueillir de nouveaux partenaires puisqu'on est déjà au maximum. Et donc là, on est contraint. Donc, si tu veux, je suis coincé entre oui, il faut que je développe. J'ai envie d'aller chercher de nouveaux partenaires. On est sur une dynamique incroyable. Donc je pense qu'on va me recevoir assez facilement si je viens présenter le projet du Poitiers Basket 86. Mais en même temps, je peux pas tout vendre dans mon catalogue d'offres parce que là j'ai pas de place, parce que là j'ai plus de place sur cette visibilité là, parce que voilà. Et ça, c'est la structure et c'est la salle qui nous contraint, et c'est une grosse frustration pour moi en tout cas. Parce que le risque à ce moment-là, c'est de dégrader du coup la prestation des gens qui sont avec nous, quoi. Forcément. Si on décide de mettre 50 personnes de plus en premium, ça devient une boîte de sardines et plus personne. Les gens se marchent sur les pieds et ça devient catastrophique. Donc on veut aussi maintenir la qualité de ce qu'on fait. Et la ligne est fine. Voilà, on demande un certain investissement à nos partenaires, donc effectivement on se doit de garder cette expérience-là. Et voilà, on s'oblige, j'ai envie de dire, à respecter cette jauge pour garder ce côté agréable. Agréable de l'hospitalité, mais en même temps, le PB maintenant est devenu, t'en parles tout à l'heure, un véritable club à faire, où les gens viennent faire du business, mais aussi avec des animations que tu arrives à avoir en dehors des jours de match, en dehors de l'hospitalité, on va dire, centrée. L'idée, basket. on le disait tout à l'heure, beaucoup d'entreprises viennent pour networker, rencontrer d'autres personnes, faire du business. Le soir de match, on a tous pensé, je suis pas le premier à avoir fait un club à faire dans un club sportif professionnel, mais le soir de match, c'est pas le moment où on va vraiment networker, on va aller approcher quelqu'un d'autre, si on le connaît pas, salut, toi tu fais quoi, tac, c'est pas le moment, on est là pour... Tout le monde est là plus en détente et plus dans l'optique de profiter d'un match et de supporter l'équipe. Exactement, tu peux te mettre dans la position, oui, t'es là, toi. Donc il a fallu créer à côté d'autres moments, d'autres événements, et nous, ce qu'on promet, c'est un événement par mois avec ce club à faire, où là on vient créer des événements divers et variés, mais vraiment en dehors du parquet. Ça peut être un tournoi de golf, ça va être une visite d'entreprise, ça va être un after work en commun avec la FDJ Suez autour d'un bras zéro. Voilà, c'est vraiment des choses diverses et variées sur des temporalités différentes,
des déjeuners. Donc, tu fais découvrir les entreprises aussi en allant chez une entreprise qui reçoit, entreprise partenaire qui permet aussi de faire découvrir son activité aux autres membres du réseau. Exactement. PB86. Et puis on essaye de créer des petites animations dans ces moments-là pour aussi se présenter qui ils sont, leur activité, et puis que ça permette de casser la vitre, quoi. Et puis derrière créer du lien. Parce que moi j'essaye autant que possible d'être cet entremetteur entre les dirigeants en fait. Et justement, comment tu arrives à faire vivre cette relation en dehors du club, enfin en dehors du club, des jours de match, en dehors de la salle? Bah déjà pour me faciliter les choses et fruit de mon expérience. Dans tes relations avec les partenaires, etc. quoi. Bah, j'essaye d'être un maximum disponible pour eux. Ça voilà, Madame pourra en témoigner. On lui passe le bonjour. Voilà, on lui passe le bonjour. Non mais voilà, après j'ai aussi dès que je suis arrivé au PB, j'ai dit au président. On est une structure pro, il faut qu'on investisse dans une application pour les partenaires, et cette application, c'est le point central de notre base de données de partenaires. Ils se retrouvent là, c'est une application sur leur smartphone qu'ils ont tous, et puis ils peuvent interagir à l'intérieur, s'envoyer des messages et se connecter. Alors déjà j'ai gagné du temps avec ça, parce qu'avant au foot on m'appelait souvent: Maury, t'as pas le numéro de lui, je l'ai rencontré au match ou au club affaires, j'aimerais que tu mettes en lien. Je me suis gagné tout ça parce que j'ai envoyé le numéro, mais 2 semaines après, il me rappelait pour le même numéro, tu vois. Donc là, c'est comme une sorte de... Il y a un annuaire, ouais. C'est ça, c'est comme une sorte de réseau social, mais dédié aux partenaires du PB86. On va lancer quand même des actualités concernant le sportif, concernant les événements qui les attendent. C'est quand même ce qui réunit tout le monde. Exactement. Donc c'est la plateforme de rendez-vous de nos partenaires. Et ça a été un vrai bon investissement, et tous le reconnaissent. Alors, faut quand même qu'ils activent les notifications pour que ça fonctionne, mais sinon ça fonctionne. Il y a aussi, tu peux en parler peut-être, mais les voyages aussi qu'on organise, et qui sortent un peu du cadre soir de match. Ça, j'ai la chance de partir en voyage avec nos partenaires chaque année. Effectivement, ça a été aussi une idée dans mon arrivée, où je trouvais du sens de proposer à nos partenaires un voyage à NBA, parce que même si je connaissais pas trop au basket, je sais que la mecque du basket, c'est la NBA. Et puis voilà, j'ai dit je vais m'appuyer sur une agence pour Sport US Travel, on va les citer, on va faire un peu de pub pour faire voyager nos partenaires. Bonjour aussi. Ouais, créer du lien, bonjour Julien. Créer du lien, fan des Knicks, donc il doit être là-bas. OK, là il doit être ah oui, il est à fond. En folie, ouais. Il y était pour les playoffs, et bref, donc faire du lien. Et en fait, voilà, on a fait New York la première année, 40 dirigeants sont partis à New York. Ensuite, on a fait Miami l'année suivante, et cette année Los Angeles. Bon, ça brise bien la glace là quand même. Il y a pire comme contexte pour parler et faire connaissance de chacun. C'est un contexte parfait. Moi, j'adore ces moments-là, parce qu'en fait, on part. Je les réunis donc à l'aéroport. Je leur donne toujours un petit cadeau de la part du club. Tu les vois, ils sont tous timides dans leur coin. Ils se disent à peine bonjour, alors qu'ils se voient le soir de match quand même. Mais tu sais, ils sont tous à leur manche debout. Et quand voilà. on part en vacances avec quelqu'un, c'est pas la même chose que quand on se voit dans un contexte Exactement. match. Et ils reviennent, et on revient tous. Après, tout se passe bien. Heureusement, on a encore envie. Et après, le samedi d'après, ils se font barbecue ensemble, ils se font la bise, ils se voient, voilà. Et ça, c'est pour moi une grosse réussite, et c'est une fierté pour le club de créer du lien, tout simplement, parce qu'on est là pour ça, en fait. Des amitiés, même. Des amitiés, clairement. Il y en a, sont vraiment devenus amis, alors qu'avant, ils se regardaient à peine. Enfin, voilà. Ouais, donc ça, c'est le vrai succès. Et je pense que derrière ça, s'il y a de l'amitié, il y a aussi des relations économiques qui sont créées, du business, du lien, parce que c'est ça aussi que je recherche derrière quand je crée ces voyages-là. Donc ouais, ça c'est une. Et puis on a même fait la Serbie cette année, parce que je me suis dit qu'il manquait quelque chose, fallait qu'on aille. Il fallait quelques fumigènes dans la salle. En Europe, et on était une dizaine. C'est une première expérience, je l'ai vraiment organisée sous 3 semaines, donc fallait que ça aille vite. Et on a été voir le derby de Belgrade en Euroleague. Un souvenir. Petite ambiance, un peu moins bien qu'à Saint-Éloi hier soir. Franchement, j'ai l'imprestion d'être en Serbie hier soir. Il manquait les fumigènes, mais ouais, non. Voilà, donc ça c'est des moments. Stéphane, faut qu'on demande à Nabil de devenir partenaire pour pouvoir profiter des voyages aussi. Voyager. Ouais. Faut qu'on structure un peu la pépinière pour. J'ai la plaquette au bureau. J'ai quelques expériences de partenariat. Voilà. En tout cas, le but c'est vraiment d'être the place to be, localement, territorialement, sur le réseau d'entreprises, et de créer la création de business, quoi. Ouais, qui est du plaisir à venir, qui est voilà, on veut pas se prendre pour qui on n'est pas, on veut rester aussi assez
assez proche des gens, cette relation de proximité, voilà. Donc moi j'essaye de maintenir tout ça, tout en restant le plus professionnel possible, mais tu vois le petit curseur où faut le mettre entre tout ça, voilà, c'est la difficulté, quoi. Et puis contenter tout le monde, hein, parce que ça reste, moi je considère que c'est des partenaires, mais mes clients aussi, donc faut être à l'écoute. Merci en tout cas pour l'instant de cet échange qui est fort agréable. Ah, Omar a une petite... Ouais, j'ai une petite question. Mine de rien, Poitiers a aussi un gros autre club professionnel qui est le volley. Est-ce que c'est une cohabitation qui se passe bien en termes commercial, ou est-ce que vraiment il y a une espèce de concurrence sur le fait où il y a des entreprises peut-être à aller chercher qui ont aussi été approchées par le volley, ou c'est vraiment deux mondes totalement à part? Pour être très franc, on est sur le même territoire. Pour très bien connaître le territoire, les entreprises qui le composent et les plus riches, elles sont pas très nombreuses. Donc forcément, deux clubs qui rayonnent aussi bien vont chercher les mêmes entreprises. Donc voilà, on a des entreprises d'ailleurs qui sont chez les deux clubs et ça se passe très bien. Et c'est ce qu'on espère tous les deux, je pense, les deux clubs qui puissent soutenir les deux. Après voilà, ils ont leurs partenaires, on a les nôtres. On dit souvent que chacun a ses partenaires. Et voilà, après il arrive des étés de transfert de partenaires que ils viennent consulter ou sonder les miens. Je pense que ça nous arrive de faire la même chose, mais il y a pas de problème à ça tant que ça se fait dans les bonnes règles, et c'est ce qui se passe, hein. Et après on parlait des budgets tout à l'heure. Eux sont sur un modèle un peu différent, du coup, où ils ont un namer Alterna. Oui. Voilà, donc ils ont basculé sur un autre modèle en termes de... Déjà ils ont ce récurrent là aussi. Mais ils ont Alterna qui est au soutien comme il faut. Là où nous, c'est effectivement plus une variété et une diversité d'entreprises qui soutiennent. Est-ce que vous, est-ce que ça intéresserait entre guillemets, ou c'est juste l'opportunité s'est pas présentée, ou alors c'est vraiment une volonté structurelle de se dire nous on garde que des partenaires, on va dire indépendants, sans avoir un naming. Nous, si ça peut être un levier de développement du club, on prend. Hein. Après, il y a forcément des concessions à faire aussi quand on a un fort namer et un seul fort sponsor. Mais si certains sont intéressés, on sera ouvert à la discussion. Après, il y a une grosse différence aussi, Omar, entre nous et le volley. Je vais rentrer un peu dans les détails. Nous, on est une SASP, hein. Ça veut dire qu'on est une structure entreprise. Eux, c'est associatif, donc même en étant professionnel. Ouais. Ok. C'est assez Ils vont bientôt basculer, je crois. Mais... Normalement, c'est en projet depuis un certain nombre d'années, mais ouais, c'est assez surprenant. Surpris de la Coupe d'Europe, qui est en première division, encore associatif, donc ils vont aller chercher ce qu'on appelle du mécénat. Ouais. Moi, je ne fais pas, et je ne vais pas chercher du mécénat, c'est des contrats de sponsoring. Donc un peu plus difficile à vendre, puisque il n'y a pas de retour derrière au niveau tu connais bien, impôts, etc. Exactement. Donc, on vient impacter avant le résultat, donc c'est un peu plus dur à placer pour les entreprises, mais voilà, on a d'autres atouts à côté. Donc en tout cas, il y a la place sur une ville comme Poitiers et sur un territoire comme la Vienne pour deux clubs d'ampleur. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Bon, en espérant le foot un jour, hein, peut-être dans 15 ans, 20 ans. J'ai encore cet espoir-là en moi depuis tout petit, mais bon, à chaque fois qu'on monte un peu, on redescend un peu encore plus fort. Pour en revenir un peu au PB, sur vos missions, on va parler un petit peu de vos missions en bref. Quand vous êtes arrivé au club, c'était quoi votre principal chantier à tous les deux? On va commencer par toi, Arnaud, peut-être. Ton principal chantier, l'urgence entre guillemets. Ouais, alors il n'y avait pas forcément d'urgence absolue, mais là la volonté des présidents, la mienne, celle d'Andy Thornton-Jones, c'était vraiment d'installer le projet sportif, de le pérenniser, de le solidifier et de lui faire gagner de la légitimité. Parce qu'on avait tous à peu près la même vision, qui est qu'à une époque, Poitiers était reconnu et était dans... on va dire le top 3 français des clubs capables d'héberger des jeunes, de leur donner leur chance, de les mettre sur le terrain, de les faire progresser. Et le club avait un peu perdu cette identité-là au fur et à mesure des années. Donc le point central, c'était de remettre ça en route. J'ai parlé tout à l'heure de Modiawara, mais on a fait Ilan Fibleuil, on a fait Jonathan Jeanne qu'on a relancé. Cette saison, Narcisse Ngoy, Aurel Brenachemi qui en 2 ans est passé d'un joueur qui était en Pro B dans un club relégable à finaliste du championnat. Marcus Gomis qui avait goûté un peu à la Betclic Elite il y a 3-4 ans au Mans,
était revenu finalement en Elite 2, tout le monde se disait bon bah c'est juste un joueur d'Elite 2 et va peut-être avoir des opportunités au-dessus. Sacré match encore. Javon Blair, et en fait ça marche pour les Français, ça marche aussi un peu pour les étrangers. Javon Blair a triplé son salaire l'année dernière en partant de Poitiers. Marcus Hammond va a priori découvrir aussi la première division l'année prochaine. Donc on est un club de passage, mais un club de passage dans lequel tremplin. On fait normalement une belle bascule. Ok, ouais. Donc voilà, c'était pas l'urgence, mais en tout cas c'était la mission numéro 1, c'était d'installer ça, et la légitimité elle vient évidemment par le staff et par le travail du staff, l'accompagnement qu'ils font pour développer les jeunes, et le risque qu'ils prennent à les mettre sur le terrain aussi. Et ça, c'est un risque assumé de haut en bas au sein du club. On est prêt à perdre quelques matchs sur des erreurs de jeunesse. Ok. Les soirs où ça arrive, ça met un peu plus de temps à digérer, mais ça fait partie du club, ça fait partie du projet, et le club se nourrit de ça aussi malgré tout à la fin. Donc voilà. Après, quand on veut être un club référence dans l'hébergement, dans l'accueil des meilleurs jeunes joueurs français, faut de la structure qui va avec. Donc tout de suite à mon arrivée, on a pris un préparateur physique à temps plein, parce que ça fait partie des choses que les agents demandent. On a retapé la salle de muscu. Ma mission principale du côté de direction sportive, c'est de construire l'équipe avec Andy, c'est de gérer les agents, et c'est de faire en sorte que le staff et les joueurs soient dans les meilleures conditions de travail possibles. Et une fois qu'on a fait ça, on se dit qu'on peut être performant, quoi. Ok. Amaury, toi, de ton côté? De mon côté, moi, la mission était claire, hein, c'était de relancer la dynamique économique du club, côté budgétaire, de partenariat privé. Donc voilà, je me suis efforcé en arrivant à faire une espèce d'audit du club, où est-ce qu'il en était à ce niveau-là, de comprendre, et puis voilà, mettre en place des choses en présentant à la direction mon analyse et la stratégie que je voyais adaptée au club. Et puis ensuite, dans un second temps, c'était de montrer aussi qu'en structurant digitalement le club, on pourrait avancer économiquement sur divers assets du club, tels que la billetterie ou le merchandising. Donc voilà, on a investi directement sur un nouveau site internet assez rapidement. On a investi aussi sur un nouvel équipementier qu'on s'est marié avec lui, avec Puma, dès mon arrivée, pour faire aussi monter d'un cran le club. Voilà, et on avance chaque année, step by step, avec cette structuration d'outils digitaux ou autres, pour faire progresser le club et le faire passer les étapes importantes pour atteindre nos objectifs. Aujourd'hui, c'est vraiment un truc. Pardon, je sais pas à qui j'ai coupé la parole, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué au PV en bien ces dernières années. C'est vraiment l'image qui a été construite autour du club, sur les réseaux sociaux notamment. Je trouve ça vraiment très très réussi. Et effectivement, je pense que c'est un énorme levier pour l'image du club, et effectivement pour aller ensuite conquérir quelques marchés supplémentaires commerciaux, et puis aussi mine de rien pour faire rayonner le club même auprès d'autres joueurs. J'imagine qu'avoir une belle communication, ça doit quand même aussi jouer pour attirer. Arnaud, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ouais, alors c'est d'abord le chèque généralement, mais non, mais je parlais d'ADN sportif, on est aussi Amaury et moi, et puis tous ceux dans les bureaux, les héritiers d'une ADN quand même d'innovation, de communication. Il y a des gens il y a 10 ans qui ont été les premiers à faire des vidéos qui racontaient la vie d'un club, qui ont fait des choses qui étaient vraiment novatrices à l'époque, qui étaient reconnues par leur qualité et leur culot au sein du basket français. Et donc on est aussi les héritiers de ça, et on le prend comme un challenge aussi d'être à la hauteur de tout ça. C'est stimulant, ça permet d'essayer plein de choses, d'avoir plein d'idées, là où peut-être dans certains autres clubs c'est moins la culture, et nous, les présidents nous laissent vraiment carte blanche aussi sur ces choses-là. Si on leur prouve que économiquement, en termes d'image et en termes d'impact, ça a du sens, eux, ils ferment les yeux et ils nous font confiance. Donc c'est aussi ça qui est la force du PB. C'est un jeune club, parce que c'est 2004, donc c'est 22 ans. C'est un bébé par rapport à d'autres. Mais ce club, malgré tout, il a une identité forte.
Il s'est construit par plein de choses, du sportif et puis aussi de la communication et du marketing. Et tout ça, aujourd'hui, effectivement, comme je le disais, on en est les héritiers et on essaye de le porter. Et puis d'autres viendront après nous et essayeront de faire aussi bien. Et c'est ça l'histoire d'un club. Et voilà, c'est ça qui fait la beauté et qui fait, je pense aussi, que les gens s'attachent à un club. C'est ce qu'il représente. Et alors là, on est en play-off, on gagne des matchs, c'est incroyable. Mais dans les moments les plus durs, on espère aussi du coup que les supporters seront attachés à nous aussi fort que quand on est dans la victoire. Tu me fais une super passe décisive parce que justement, ma prochaine question, c'est sur le territoire. Et pourquoi Poitiers est une ville de basket ? Parce que on a l'impression, il y avait sur les réseaux sociaux là un flashback de 2009 avec justement la Belle en quart de finale à l'époque. En quoi Poitiers, qui est pourtant un club qui est assez récent, même si c'est né d'une fusion de plusieurs clubs, pourquoi Poitiers est une ville de basket finalement ? Parce qu'il y a un attachement quand même des Poitevins au... Poitiers, c'est aussi une ville de volley quand même, peut-être même plus historiquement. De sport en général, ouais. Mais le club de basket, il y a quand même une sacrée attache au terme du PB, même quand il y a eu la descente et quand il y a eu, on va dire, des années un peu plus creuses, les gens en parlaient, en bien, en moins bien, mais il y a toujours eu ce rapport des Poitevins, je trouve, en tout cas avec le... Je suis d'accord avec toi. Avec le basket. On connaît pas ça dans le foot ou dans d'autres sports. Et en tant que Poitevin, on parle en tant que Poitevin, c'est vrai qu'on le ressent, il y a un vrai attachement à ce club-là. Je pense que l'épopée, enfin tu vas en parler, mais l'épopée a marqué plein de monde en fait. Ouais, je pense que tout part du fait que il y a des mecs locaux. Oui. Alors il y a le CEP avant, mais en 2004, quand le PB existe, il y a vraiment un noyau de mecs soit formés ici, soit vraiment nés ici. Qui se disent on va porter notre club quoi. Sylvain Meignier, Yann Devea, Cédric Gomez, Guillaume Constantin, Pierre-Yves Guillard. Ce noyau là, ils font N1 Pro B, Pro B Pro A, et en fait c'est des mecs que tout le monde connaît depuis 10 ans dans la ville. Oui. Donc en termes d'identification, il n'y a pas mieux quoi. C'est ça. Et je pense que ça a été un booster exceptionnel pour le PB, parce que tu vas voir des mecs que tu croises dans la rue. Et en fait, ces mecs-là, qui ressemblent potentiellement un peu à Monsieur Tout-le-Monde, ils font des trucs extraordinaires sur le terrain, et ils portent l'image de ta ville à des sommets qui étaient inconnus jusqu'à maintenant. Et je pense que ça marque des générations entières, du coup, parce que t'aies 70 ans ou 10 ans au moment où tu connais ça, ça reste dans tes tripes, c'est quoi. une épopée. Et en fait, ces mecs-là deviennent l'image du PB86, et du coup, le PB86 devient ce club qui doit avoir des joueurs formés localement et qui doit avoir des histoires humaines à raconter. Et nous, Kevin Harley cette année, Imanol Pro, et puis le symbole d'Imanol qui met le tir de l'égalisation à Nantes et tout. Enfin, en termes de storytelling, c'est pareil, t'envoies le scénario à Hollywood. Il marche bien. C'est quand même, ils vont pas se te dire, vous abusez un peu. Mais nous, c'est ce qu'on veut construire. Il y a Jean Vergès-Pascal qui arrive derrière. Voilà, le PB, c'est aussi de la formation. Et je pense que le démarrage de tout ça, c'est quand même ce groupe de 5-6 Français là, qui se fait une aventure extraordinaire. Qui reste très longtemps dans le club. Pierre Guillard, il fait toute sa carrière au PB. Et puis en même temps, il y a tout un groupe de bénévoles et de gens qui s'investissent autour du club, des dirigeants qui mettent aussi tout leur engagement, tout leur investissement. Et puis, ça se passe très 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 bien. Il y a une période plus difficile derrière, mais malgré tout... le club, parce qu'il est fort dans ses fondations, tient bon. Et puis là, aujourd'hui, on récolte les fruits d'un autre cycle qui s'est lancé avec Sébastien Guérin, Eric Pinault, Philippe Lachaume, l'arrivée d'Amaury, la mienne derrière, des bureaux qui bossent bien. Ça garantit rien pour la suite, mais en tout cas, ça vient remettre beaucoup d'essence dans le moteur et beaucoup de passion autour du club, et ça, c'est super. C'est sûr. Est-ce qu'il y a une possibilité de s'ancrer encore plus? Est-ce qu'il y a des leviers qui peuvent qu'on s'ancre plus, ou là, on va dire sur ce point d'ancrage local et d'amour des Poitevins pour le basket, on est quand même dans la moyenne, on est quand même bien et... Il y aura toujours des choses à faire. Oui. On a quelques idées à ce niveau-là. Je pense qu'on peut encore engager encore plus notre communauté. Et voilà, effectivement, ils sont attachés au club, mais on va trouver des moyens de les engager encore plus. J'ai pas teasé
un secret, mais dans pas longtemps, on va lancer l'application du Poitiers Basket 86 destinée au grand public afin de les engager encore plus sur de nouveaux contenus, des contenus qui seront réservés aux utilisateurs de l'application. Vraiment des choses diverses et variées pour aller développer encore cette communauté et puis lui donner ce qu'elle a envie de voir. Je pense qu'on a une image très positive auprès des Poitvins, ça j'ai assez peu de doutes là-dessus. Après je pense qu'on aura vraiment fini le jeu quand tout le monde viendra à la salle avec un maillot, avec une écharpe, quand tous les gamins de Poitiers porteront des maillots dans la rue, quand tous les gamins auront des posters dans leur chambre des joueurs du PB et que on aura créé une culture encore plus forte autour du club. Mais ça progresse, je trouve. En tout cas, de la vision, j'avais jamais vu de maillot de Poitiers avant, et là, en vrai, depuis 2-3 ans, je commence à en voir des gens qui portent soit au match quelqu'un ou qui soit courait, dehors, qui faisait un running, il était avec un maillot du PB, avec ça c'est le travail d'Amaury qui porte avec aussi la collection, justement, hologramme, avec hologramme, il y a eu aussi un peu de bruit qui a été fait, et j'ai vu quand même pas mal de gens avec justement cette double culture, avec hologramme qui est une marque de Poitiers, avec le club, et je trouve que c'est en bonne voie. Le jeu n'est peut-être pas fini, mais en tout cas là tu vois, on va rentrer dans une nouvelle étape sur la saison prochaine où on va aller cibler encore les plus jeunes. On pense que nos clients de demain, nos spectateurs, notre communauté de demain, c'est les enfants de nos propres clients. Donc on a quelques petites idées pour aller chercher. Il y a un abonnement Kids qui va sortir d'ailleurs. Ok. Dans le mois de juin, il y aura des produits de la boutique qui seront ciblés vers cette communauté-là. On réfléchit à pas à court terme de contenir notre communauté actuelle, parce que on sait que les joueurs font le job. Il faut qu'on aille chercher nos clients, nos amoureux du club de demain, et ça c'est notre boulot en fait, d'avoir cette vision là. Là, on a lancé une collection de cartes à collectionner. Oui. Qui fait a un tabac, succès, j'ai l'impression. Parce que les gens en parlaient, j'ai entendu une discussion avant-hier, je crois, les gens en parlaient et tout. Ils veulent qu'on monte un forum. Moi, il y a un partenaire qui est devenu addict. Il m'a dit, il faut Amaury, s'il te plaît. Il m'appelle tous les jours. D'échange de cartes, etc. D'échange de cartes. Ok, incroyable. Il m'a dit, non, mais fais-le. J'ai plein de trucs à faire. Putain, j'ai pas. Je dois faire 2 heures, laisse-moi un peu. Là, mon fils m'a dit, ça y est, dans la cour de récré à l'école. Il s'échange des cartes. Ça s'échange des cartes du PB. S'ils peuvent remplacer Pokémon par le PB, c'est pas mal déjà. Il va falloir qu'on sorte un peu plus de cartes du coup. Mais ça montre, je pense qu'on touche aussi une fibre chez les gens. Alors les résultats aident, mais je pense que peut-être que les Poitvins ont besoin d'avoir de la fierté pour leur ville, et que le PB peut être un vecteur d'amplification de cette fierté, et d'être fier de porter Poitiers sur le torse, de porter des vêtements aussi qui sont sympas. Amaury a son t-shirt hologramme PB86 là, ça c'est tout ce qu'on veut faire quoi. C'est vraiment du lifestyle, et faire en sorte que le PB s'installe vraiment dans la vie des gens, mais au quotidien, et pas que le vendredi soir, les soirs de match quoi. C'est cool. Et c'est vrai que cet ancrage local, on le voit même, au foot aussi, on le voit de plus en plus. Par exemple, en Ligue 1, les stades sont de plus en plus pleins, et c'est cool de voir que le basket surfe dessus, que le PV justement suive cette voie-là aussi. Et c'est vrai que, je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit, Arnaud, sur l'ancrage avec la première génération du PB, parce que moi c'est celle-là qui m'a fait aimer ce club, continuer le suivre, même si j'ai quitté la ville depuis une dizaine d'années maintenant. Et c'est vrai que ces mecs-là, ils ont construit, je pense, un club, en tout cas une image autour du club très très sympa, et qu'on a retrouvé même dans les moments délicats, même en N1. Moi, je me rappelle être allé voir des matchs en N1 avec une ambiance mais vraiment dingue. Et là, j'ai pris un plaisir fou à aller voir ces matchs-là, parce que justement, il y avait ce noyau dur qui était présent. Et c'est vrai que c'est génial à voir. Moi, les propos du coach de Nantes hier sur la salle et sur le bruit qu'il y a dans la salle, c'est super à entendre, parce que les gens sont là et répondent présent, c'est cool quoi. Ouais, j'ose imaginer que vous, ce que vous avez vécu à Poitiers il y a maintenant une quinzaine d'années, ce que des gamins dans la salle ont vécu hier soir, je pense qu'on soit un peu des graines de cet amour du club quoi. Je pense que et que les Brenna Chemi pro et tout ça seront le Rashid White de exactement. l'époque, et je pense, parce qu'aujourd'hui en off en arrivant on parlait de Rashid White, ça fout un peu des frissons ça, et ça fait pourtant peut-être ça fait 15 ans peut-être qu'il a mis un peu plus, même qu'il a mis ce fameux 3 points, et pourtant dans notre génération on en parle encore, et même des gens qui sont pas forcément fans de basket. Je prends mon exemple, j'ai jamais regardé un match NBA de ma vie,
Je crois que ça fait plus de 15 ans. Ouais, mais un gamin de 10 ans ou de 8 ans ou de 12 ans qui est hier soir dans la salle, je pense que t'es marqué pour un bon moment quand même de ce que tu vis. Oui. Et en plus, c'est ta ville. Et en plus, c'est des mecs sympas sur le terrain. Mais je pense que ça rejoint un peu l'attachement qu'on a aussi au club. C'est du fait qu'il y ait, ça soit avec le volley, mais en général, les gens ont une fibre un peu plus développée pour le basket, d'avoir un club qui rayonne localement. Parce qu'aujourd'hui, le sport numéro 1 en France, ça va être le football. Dans le football, aujourd'hui, tout Poitevin ou toute personne née, en tout cas dans le Poitou-Charentes, à la limite, pour les gens de Niort, il y avait les Chamois-Niortais, qui n'existent plus. Sinon, c'était Bordeaux, qui n'existe presque plus aussi. Nantes, c'était les plus près. Il y avait pas 2 heures de chaque côté. C'est 2 heures de chaque côté. Il n'y avait pas d'ancrage local, chacun propre, en disant ça, c'est ma ville. Hier, ça criait pas Bordeaux, Nantes, ça criait Poitiers. Ici, c'est Poitiers, quoi. Et en fait, quand on est un petit de la ville, je pense que ça aide aussi à s'identifier au club et à toute l'histoire qu'il puisse y avoir derrière. Parce que j'ai une équipe de ma ville avec dont je suis fier, qui me représente et qui fait monter. Et moi, je trouve, et c'est vraiment pas de la démagogie, mais depuis tout à l'heure, on parle de partenariat, de construire des équipes et tout. Je pense que le fin fond de notre métier, à tous les deux, là, c'est convaincre des gamins que leur ville, c'est la meilleure. Et faire vivre ces émotions-là à des gamins, à des parents, ce partage-là. Moi, c'est ce qui me fait presque le plus avancer de toutes les missions qu'on a, c'est de créer ces émotions-là, quoi. Et de faire vivre ces émotions-là à des gens. C'est presque la plus grosse richesse que nous, on peut créer dans notre métier. Justement, avant de passer au quiz, une petite question rapide, justement, pour savoir un peu votre intérieur de votre quotidien. C'est quoi une journée type de chacun? Oula. Ah, c'est tellement varié, c'est tellement varié. On peut pas dire qu'il y a de la routine, en tout cas. C'est ça qui est fou dans ce métier-là, mais ouais, pas de journée type, hein. Franchement, moi, elle est rythmée par les rendez-vous, les organisations, le téléphone surtout, l'organisation du prochain événement, du prochain match, la coordination aussi, parce qu'on essaie aussi d'avoir beaucoup de stagiaires, d'alternants, les managers, et puis en même temps faire tous les rendez-vous commerciaux. Enfin voilà, c'est vraiment un jour de match, c'est complètement une autre journée différente. En gros, nos métiers, c'est trouveur de solutions, quoi. Ouais. Globalement, c'est un peu ça. Parce que on a, en fait, comme on n'est pas une grosse structure, nous, on a besoin d'être quand même très polyvalent. Comme il y a 3 présidents, il faut qu'on soit aussi quand même dans une communication assez fluide entre nous 5, on va dire. Et puis, les sujets sont tellement variés dans un club de sport qu'effectivement, en fait, c'est souvent des problèmes qui arrivent auxquels il faut trouver une solution. Et parfois, c'est des problèmes urgents et du coup, il faut trouver une solution urgente. Des fois, ça peut attendre un peu plus. Mais globalement, on pense à quelque chose derrière ça. Globalement, on gère des problèmes, quoi. Globalement, on gère des problèmes en essayant de les résoudre de la meilleure façon possible. Bon, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. On va passer au petit quiz. Il y en a un petit pour Arnaud, un petit pour Amaury et un petit commun, on va dire. Vous devez répondre au... C'est quoi, c'est tu préfères en tant que ça? Non, il y a ça qui arrive aussi. Okay. Mais Arnaud, on va commencer par toi. Ouais. Tu dois me sortir un nom. Quel est le joueur que tu as recruté dont tu es le plus fier? Que ce soit au club ou dans ta carrière. Ce qu'on fait cette année avec Narcisse Ngoy, c'est quand même pas mal. Parce que pas tout le monde l'avait vu venir. Et il finit MVP de la division, premier MVP de l'histoire du PV 86. Donc lui, c'est une belle réussite. Mais après, allez, Narcisse, on va dire. C'est quoi le plus dur? Trouver un bon joueur ou le convaincre de venir à Poitiers? Le convaincre de venir à Poitiers. Si t'avais un budget limité pour le PB, juste une saison, pas plus, tu ferais quoi en premier? Construire une salle. Ok, donc tu pérennises. Tu te fais pas un plaisir, tu prends pas Wemby pour une saison et on laisse partir. Non. Construire une salle de 5000, la plus moderne possible. Le talent que tu as vu avant tout le monde, le plus gros talent où toi tu l'avais vu et finalement ça s'est avéré après les gens l'ont remarqué.
À Gravelines, on avait quand je travaillais à Gravelines, on avait Adam Mokoka qui était dans le centre de formation. C'est un jeune qui venait de Cergy, qui était passé un peu sous les radars. On l'a amené à être meilleur jeune du championnat de Pro A du coup en 2018. Derrière, il a été drafté par les Bulls. Il a fait quelques saisons en NBA. Et aujourd'hui, il a gagné l'Eurocup avec Bourg-en-Bresse. Petit CV. C'était pas forcément le plus talentueux, mais en tout cas un gros travailleur, un gros potentiel et qui a réussi à exploiter 99% de son potentiel. Donc de l'accompagnement et voir ce qu'il a là où il en est aujourd'hui, c'est beau. Amaury. Signature d'un partenaire, c'est du feeling ou de la stratégie? Bah, c'est la stratégie. Ok, on prend. Le plus dur, convaincre une entreprise ou la fidéliser? On en parlait tout à l'heure. La fidéliser. C'est le plus dur. Ah oui. Un match du PB, tu décrirais ça comme un outil business ou un moment de passion avant tout? Un moment de passion. Est-ce que tu as une demande la plus improbable d'un partenaire? Un gars qui t'a dit une demande qui est improbable. Je signe, mais que si je suis tout en haut de l'aréna et si je suis en VIP, je veux pas. Comme ça, je l'ai pas. Non, j'ai pas. J'ai Didier qui veut toujours que je mette ses Miss Poitou-Charentes au bord du terrain. C'est vrai qu'on les voit pas mal, surtout à l'aréna. Mais voilà, non, sinon il y a toujours les petites négos sympas, mais il y a pas eu de demande de folle. Trop fou. Bon, ça viendra encore 10 ans au club et il y en aura bien qui te sortira un truc de son chapeau. Ouais. Ton argument ultime pour convaincre une entreprise de joindre le PB, t'as une phrase. Ouais, c'est bien vivre des émotions, hein, tout simplement. C'est moi, j'essaye de lui transmettre ça à travers mes mots, voilà, qu'il vivra quelque chose au-delà du business qu'il vient chercher, quoi. À vous deux, du coup, là, c'est du... Tac au tac. Ouais, c'est du choix. Chacun sa réponse. Sylvain Meignier ou Pierre-Yves Guillard? Sylvain Meignier, ouais. Ah, moi, je dirais Pierre-Yves Guillard. Ben Wallace ou Mike Wallace? Big Ben Wallace, c'était quand même pas mal. Mais Mike Wallace aussi. Hein. Arena ou Saint-Éloi? Oh, le piège. On n'a pas dit que c'était question facile. Je vais assumer. Moi, j'adore Saint-Éloi, mais ma petite préférence, c'est à l'Arena parce que On vend plus de j'aime bien billets. organiser. Non, mais j'aime bien l'événement et le show qu'on arrive C'est à vrai. faire, le showcase. Puis amener une petite diversité. Voilà, j'aime bien ça. La casquette du directeur sportif dira Saint-Éloi, et Ouais, la parce que casquette ça pousse un peu du plus. GM ou voilà, dira plus l'Arena, parce que c'est un magnifique outil et rien que d'avoir un cube 4 faces au plafond, ça nous change la vie. Donc, Oui. Et ça m'aide à vendre des choses aussi. Mais c'est vrai que pour niveau l'ambiance, on peut mettre Saint-Éloi. Ah oui. on verra lundi prochain. On espère avoir si on a Ça va la être un défi, Saint-Éloi hein. en C'est le plus en gros fois défi, c'est 3, ça. ouais, C'est le plus gros défi, là. recréer l'ambiance de Saint-Éloi. ça serait très très fort. D'ailleurs, Je quelque pense chose qu'on travaille je pense que actuellement. c'est faisable. Dunk en contre, dunk en contre-attaque ou gros contre? Contre. Ah, moi, j'ai bien aimé le dunk là à la fin là d'hier. Il était incroyable. De C'était un dunk. Guillaume à la fin. Celui où le gars il tombe sur les fesses, ouais, celui-là Ah il, ouais, il est... est fort, lui. il est autoritaire. C'est ce qu'on peut appeler un dunk sur la tête. Ouais, celui-là, ouais. En plus, il- la photo derrière, Ouais, genre, c'est Martin la- l'a mis sur ses réseaux aujourd'hui. Elle est pas mal. Le contre amène une dynamique. C'est vrai qu'il y a les supporters tu qui se réveillent repousses plus à ce moment-là. l'adversaire et du coup ça amène une autre dynamique. Le dunk amène un boost quand le contre tu marques un peu plus ton territoire et la défense fait gagner les matchs quand même. Tu vois, Maury, là on parle à des gars qui parlent, nous on parle que du spectaculaire, nous on veut juste un gars qui tombe sur les fesses et l'autre qui Ouais. monte ses muscles. Après quand Guillaume dunk sur la tête de David Gasso ça me va bien aussi. Tout pour l'attaque ou grosse défense? T'as un peu répondu à la question, mais... Le plaisir est dans l'attaque, la victoire est dans la défense. Ouh, celle-là on la notera. Ouais, tout pour l'attaque. Ouais, bah oui, Moi, je on veux est des toujours là pour le émotions, spectaculaire, je ça demande change pas. toujours à mon collègue là, Arnaud de me recruter des showman. J'ai dit sur le profil quand même les présents, j'ai dit est-ce qu'il va faire des célébrations à 3 points. Ouais, s'il fait des célébrations à la Steph Voilà. Curry, on est pas mal. Voilà. Ouais, on a Jordan Raton qui aime bien célébrer et partager. C'est des vrai. organes. Bah, hier, Daré s'est un peu fait reprendre sur la fin du match. Là, C'est quand vrai il était, Ouais, quand tu il commences était à te mettre debout sur le Ouais, banc. debout sur le banc, 10 l'arbitre secondes il de a la pas fin, trop ouais. apprécié. Ouais. Il a fait 10 secondes, l'arbitre il a dit Toi là-bas. Il a célébré 10 secondes trop tôt. Ouais. J'ai pas vu. on lui en veut pas pour hier soir.
Wemby ou Tony Parker? Wemby. Ouais, moi, j'ai pas assez de connaissances basket, mais je dirais, moi, Tipeee, j'ai souvent entendu parler de lui quand j'étais plus jeune. Quand on connaissait pas le basket Quand on connaissait encore. pas le basket, l'équipe de France. Moi, je regardais le basket pour l'équipe de France. Ouais. Et donc, j'étais baigné plus à Tipeee. Et comme la NBA, j'y regarde très peu. Wemby, ouais, j'entends les réseaux, etc. Mais ouais, Tipeee. Ok. LeBron ou Jordan? LeBron. LeBron. C'est plus récent. Jordan, là. Des belles chaussures maintenant. Ah oui, oui, c'est clair. Mais... Et du coup, pour finir, Knicks ou Spurs pour Spurs. Ouais, Spurs. Plus, ah non, pour moi, quand même, les Knicks. Allez, hop. Ah ouais, Ah c'est oui. pour la contradiction là, c'est juste Ouais, pour pour qu'il y ait un... un petit débat. En plus, les Knicks, on partage les mêmes couleurs quand même. Donc, Voilà, c'est vrai, c'est ça. C'est vrai, mais c'est peut-être l'année du Wemby, bleu et orange. c'est vrai, mais Wemby marque l'histoire dès le Il début. faut que Wemby devienne le GOAT. Ouais, ça serait pas mal. Ça passe par un titre. J'ai une petite question qui était pas dans le quiz, mais du coup, les fins connaisseurs me disent que normalement il deviendra celui-là. Est-ce que c'est... Il faut gagner des titres pour ça. Ok, donc ça commence par... Ça commence là, en ce moment. en 2026. Il disait ça de Mbappé, il a rien gagné en Ligue des Champions, etc. Ouais, c'est vrai, Et regarde aujourd'hui. c'est vrai. Non, Il a une coupe Wemby, du monde quand même. Il a une coupe du monde quand même, Ouais. Mbappé. En tout cas, merci messieurs pour cet Ouais, échange. Merci beaucoup. Merci. C'était Merci, un Stéphane. grand Merci, honneur de nous recevoir, d'avoir pu ouvrir vos portes à Minute 86 qui est en développement. On commence, donc n'oubliez pas la devise, cliquez. J'ai oublié tout le monde à Amazon, c'est Jeff Bezos. C'est un petit... Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast. Merci Omar, t'es meilleur que moi sur ça. Longue vie à 1086. Et en tout cas, merci Merci beaucoup, beaucoup. c'était très plaisant. Et puis, bon match dès vendredi, si je dis pas de bêtises. Et si on peut gagner là-bas pour avoir un match de folie à l'Arena lundi, ça... Voilà, on répond plus de rien après. Là, après, ouais, normalement, tout le monde finit tout nu au milieu du parquet. Je disais à l'Arena, attention à l'envahissement de terre. Ouais, c'est clair. Merci messieurs et à bientôt les auditeurs. Ciao, ciao. Merci beaucoup, bravo pour cette saison. Merci.